Je suis un praticien et c'est en tant que praticien que je vais vous poser quelques jalons sur ce qu'a été ma pratique professionnelle, c'est-à-dire la gestion des grands systèmes sociaux, que ce soit au ministère des Finances ou aujourd'hui dans le monde de la retraite. Autrement dit, mon propos va être simplement de voir avec vous comment ces questions qui ont été évoquées depuis hier sous différentes facettes, le vieillissement, l'augmentation de l'espérance de vie, se réinjectent, si je puis dire, dans le cahier des charges des grands régimes sociaux que sont les régimes de retraite d'une part, ceux que je connais le moins mal, mais également, j'irai très vite parce que beaucoup de choses ont été dites sur la question des dépenses de santé et enfin sur la dépendance. En fait, mon propos est assez simple, il est double. Le premier, c'est de vous dire que tout le système de protection sociale, à commencer bien sûr par les retraites, est, comme on dit maintenant dans un jargon que je réprouve, impacté par les phénomènes de vieillissement, mais que pour autant, ça n'est pas la démographie, ça n'est pas le vieillissement, ça n'est pas l'augmentation de l'espérance de vie qui détermine le futur de nos systèmes. Le système de retraite, c'est vraiment beaucoup... Madame Guimard a eu le temps de l'évoquer, une question qui tourne autour de l'emploi, du salaire, de la croissance, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura de quoi financer les retraites demain. En ce qui concerne la maladie, c'est beaucoup, là aussi, M. Lebras l'a évoqué hier soir, la question de comment va évoluer de façon démocratique le coût individuel des soins. C'est donc plus un problème qualitatif en termes de qualité et de coût de la médecine que quantitatif. Et enfin, concernant la dépendance, c'est aussi beaucoup un problème, je dirais, de gestion financière, économique, patrimoniale, que ce soit au niveau des pouvoirs publics ou au niveau des personnes. Alors, je vais simplement rappeler un petit peu le contexte global chiffré en m'excusant, parce qu'il va y avoir un certain nombre de choses qui ont déjà été dites, mais je vais simplement les redire avec la façon, si je puis dire, système social. C'est-à-dire qu'on vous a beaucoup parlé depuis hier des modifications de structure de la population. Là, je vais vous redire la même chose, mais simplement en parlant de millions de personnes. Parce qu'effectivement, une chose est de constater que, par exemple, demain, la proportion de personnes âgées n'augmentera pas si la notion de grand âge change. Reste qu'on a à affronter en termes de systèmes sociaux des équilibres ou des déséquilibres à venir. Alors, simplement, ce que je veux souligner, parce que les chiffres ont déjà été donnés, c'est effectivement... Si l'on prend le curseur, là où nous sommes en termes de population, donc le curseur qui sociétalement sépare encore aujourd'hui majoritairement l'âge de l'activité de l'âge de l'inactivité, 60 ans, eh bien effectivement vous vérifiez qu'on est en face de deux défis, si je puis dire. Le premier défi qui est l'augmentation très importante, ça on a parlé, reparlé, du nombre de personnes âgées de plus de 60 ans. J'emploie volontairement un terme neutre, ce qui ne veut pas dire de personnes âgées, de vieux, mais de personnes âgées de plus de 60 ans dans le futur. Deuxième élément qu'a souligné également Anne-Marie Guimard, c'est qu'en même temps, eh bien, le nombre de personnes âgées de 20 à 59 ans, qui représentent aujourd'hui le potentiel théorique en termes de population et de personnes en âge de travailler, devrait diminuer. Donc vous voyez qu'on est en face d'une double contrainte, du point de vue de l'équilibre de nos systèmes sociaux, en particulier des retraites, c'est comment répondre à cette augmentation du nombre de personnes âgées de plus de 60 ans, et deuxièmement, comment répondre au fait qu'il pourrait y avoir démographiquement une diminution des personnes en âge de travailler. Vous voyez bien que d'emblée, et c'est le deuxième élément de ce tableau, la réponse, ou du moins la façon de poser le problème n'est pas la même selon que, comme je l'ai dit et beaucoup de personnes l'ont dit, on continue à projeter dans le futur un curseur où la limite entre ces deux périodes de la vie, c'est 60 ans, où là on est sur une vision assez négative que le tableau vous illustre, ou si déjà on le déplace à 64 ans, et là on voit qu'on est déjà sur un diagnostic futur qui est moins préoccupant, tout en restant assez préoccupant, puisqu'on a bien évidemment un peu moins d'augmentation des personnes à 65 ans et plus, et un peu plus d'augmentation, et une augmentation plus exactement des personnes âgées de 20 à 64 ans. Donc vous voyez, c'est juste pour illustrer l'effet d'image, l'effet d'affiche. Quand on dit plus de vieux, moins de gens en âge de travailler, la question du curseur qu'on constate aujourd'hui et qu'on projette demain devient extrêmement importante. Le deuxième commentaire, et c'est le seul que je ferai, c'est l'augmentation à venir aussi extrêmement importante des personnes âgées de 80 ans et plus. Bon, ça a été évoqué à plusieurs reprises par des gens beaucoup plus compétents que moi sur cette question du grand âge. Je voudrais juste insister sur le fait que dans le milieu des professionnels, on parle d'octoboom, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui la réflexion sur le papy-boom, et d'ores et déjà, nous vivons dans le monde de l'action sociale, dans le monde des maisons de retraite,
l'octoboom de la fin de la Première Guerre mondiale, et nous anticipons un octoboom de grande ampleur, puisque vous voyez qu'il devrait y avoir, aujourd'hui, il y a un peu plus de 2 700 000 personnes âgées de 80 ans et plus dans notre pays, et qu'on s'achemine vers un triplement plus exactement de cette population. Voilà, c'est les seuls commentaires que je voulais faire pour simplement illustrer en masse, si vous voulez, en nombre de personnes, les défis qui nous attendent. Alors, deuxième commentaire, dans l'augmentation du nombre de personnes âgées, il y a deux phénomènes qui ont été largement évoqués aussi. Il y a un phénomène séculaire qui est l'augmentation de l'espérance de vie. Il y a un phénomène temporaire qui est le baby-boom de l'après-guerre. Juste un commentaire là-dessus. Le baby-boom de l'après-guerre en France, vous voyez, c'est 45-65, a duré un peu plus longtemps dans notre pays que dans les autres pays d'Europe et du monde développé, ce qui a été un des éléments à la base, je dirais, de la croissance française, notamment les 30 Glorieuses, mais qui demain génère effectivement une augmentation quantitative, numérique des personnes âgées plus importante que dans d'autres pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, pour employer un langage familier, on en prend jusqu'à 2050. C'est-à-dire que l'effet baby-boom, en termes d'augmentation du nombre de personnes âgées, mais qu'après 2050, on va se retrouver sur des profils d'augmentation des personnes âgées qui seront moins spectaculaires qu'aujourd'hui. Voilà, c'est le seul commentaire que je voulais faire. Troisième élément, je voulais rappeler quand même, ça a été aussi dit, que derrière cette augmentation spectaculaire de l'espérance de vie des hommes et des femmes qui va perdurer, etc., il y a le maintien d'une mortalité différentielle extrêmement significative selon les catégories socioprofessionnelles. On a évoqué l'éducation. Bon, ceci se concentre, si vous voulez, dans le débat social sur le fait que les risques de mortalité restent encore aujourd'hui très dispersés selon que vous êtes ouvrier, cadre supérieur ou instituteur. Alors, dans l'histoire de la démographie française, je dirais il y a des catégories qui sont en compétition pour la meilleure longévité. Ça a été un temps les instituts, maintenant c'est plutôt les cadres supérieurs. Mais globalement, le constat qui est préoccupant du point de vue social, c'est que les écarts d'espérance de vie entre catégories socioprofessionnelles non seulement ne se réduisent pas, mais ont plutôt tendance à s'accroître. Ce qui veut dire, et c'est le premier message que je voudrais vous transmettre, c'est qu'on ne peut pas, à mon sens en tout cas, penser le devenir de nos systèmes sociaux, et en particulier du système de retraite, comme si tout le monde avait la même espérance de vie. Autrement dit, la question, par exemple, de l'âge de la retraite, faut-il augmenter l'âge de la retraite, passer de 60, 61, 63 ans, ne peut pas se poser indépendamment d'interrogations sur est-ce qu'on va donner demain, exiger demain le même âge de la retraite à quelqu'un qui a commencé à travailler à 14 ou 20 ans dans le bâtiment et quelqu'un qui a commencé à travailler à 23 ans et qui a fait toute sa carrière comme cadre supérieur. Les risques de mortalité sont différents. Est-il légitime que l'âge réglementaire de la retraite soit le même? C'est au moins une question qu'il est opportun de se poser. Alors, à partir de là, est-ce qu'il y a un bon âge, si je puis dire? Et là, je reviens également sur les propos de Mme Guimard pour vous dire, vous avez vu dans le chapitre, dans le visuel précédent, qu'il y a une diminution prospective de la tranche d'âge 24-59 ans et une très faible augmentation de la tranche d'âge 24-64 ans. Et c'est la question qui pose à ce moment-là, ce curseur entre l'activité et la retraite, entre la fin d'activité, est-ce que c'est un élément qui est susceptible de bouger dans le futur? Et à ce moment-là, on se trouve en face d'un paradoxe apparent. Moi aussi, j'ai un paradoxe à vous montrer, qui est que l'INSEE, qui est quand même une respectable institution, même si, effectivement, M. Lebrassière a souligné des évolutions qui sont très préoccupantes, l'INSEE, en 4 ans, a modifié assez sensiblement les perspectives de population active de notre pays. Je vous rappelle que la population active, ce sont les gens qui sont au travail et les gens qui sont disponibles pour travailler. D'une façon très, très concrète, arithmétique, la population active en France, c'est les gens qui ont un emploi et les chômeurs reconnus comme tels. Eh bien, en 2002, donc, les perspectives de long terme qui ont prévalu dans la réflexion sur la réforme des retraites, les régimes complémentaires, etc., on avait une vision, et le on, c'est la collectivité, si vous voulez, à la fois des pouvoirs publics, des économistes, etc., où la population active dans notre pays allait commencer à baisser à partir de 2008-2009 et baisser continuellement jusqu'à 2050. 4 ans après, on est sur une vision assez différente. Elle continue d'augmenter jusqu'à vers 2014-2015 et reste stable ensuite. Alors, est-ce que ça veut dire que les statisticiens de l'INSEE ont fumé la moquette ou quoi? Non. Ça veut dire qu'effectivement, il y a eu des hypothèses différentes, je dis bien des hypothèses différentes, entre 2002 et 2006. Il y a d'une part les hypothèses démographiques qui ont été évoquées, c'est-à-dire qu'on a remonté en quelque sorte les prévisions de population totale de la France, notamment en termes d'hypothèses d'immigration, ce qui est un pari assez important.
Hein, c'est-à-dire qu'on est passé d'une vision où on était dans les projections de long terme à un solde net de 50 000 par an, à maintenant des projections de long terme à un solde net de 100 000 par an. Donc on voit bien que c'est facile pour un statisticien ou un économiste de dire ça. Après, il faut gérer ça socialement, mais c'est comme ça, si vous voulez, que les choses se passent. Et deuxièmement, et surtout, au-delà de la population active, on a fait le pari de l'emploi des seniors. Donc je veux juste illustrer de façon quantitative ce que vous a dit Mme Guimard, en disant qu'effectivement, le pari qui est derrière, oh, mais au fond, on va avoir une population active en France, donc de la force de travail, donc de la matière productive, si je puis dire, qui sera encore importante dans le futur, eh bien, il y a quand même un pari qu'entre 2005 et 2050, eh bien, le taux d'activité des hommes de 60 à 64 ans va passer de 18,5 à 45%, et des femmes de 16,7 à 35%. Autrement dit, il y a le pari de la réussite d'un dispositif où, contraint, forcé, volontaire, enthousiaste ou pas, eh bien, on va avoir dorénavant une partie importante des personnes qui aujourd'hui sont majoritairement, massivement hors de l'emploi, en emploi. Donc vous voyez qu'on est rassuré dans la population active au prix d'un pari qui est loin d'être gagné a priori. Alors, là aussi, ce pari de l'emploi des seniors, donc vous voyez qu'il est un peu un des points clés qui détermine l'avenir de nos systèmes sociaux, et en particulier des systèmes de retraite, au moins au plan quantitatif. En fait, il y a deux idées derrière. Et ça a été évoqué par une question de M. Rocard. C'est, d'une part, est-ce qu'on va amener les gens jusqu'à l'âge de la retraite, parce qu'aujourd'hui, à 58 ans et demi, il n'y a plus grand monde dans l'emploi. Donc, est-ce qu'on va améliorer le taux d'emploi jusqu'à 60 ans, 61, etc. Et est-ce qu'on va aller au-delà, effectivement, de la retraite? C'est la question du cumul emploi-retraite. Alors, d'un point de vue général, on peut dire qu'autant avoir plusieurs fers au feu, et il faut faire les deux. Et d'ailleurs, les dispositions qui ont été mises en œuvre par les pouvoirs publics, l'accord sur l'emploi des seniors, cherchent à la fois à inciter les gens et les entreprises, parce qu'on est quand même sur un contrat social qui est un peu complexe. Si les gens partent avant 60 ans, partent de l'entreprise, c'est pour partie parce qu'ils sont incités par l'employeur, pour une autre partie parce qu'ils ont eux-mêmes assez de travailler. Donc derrière, je le disais, il y a quand même toute une réflexion qui est pour le moment embryonnaire, qui est la réflexion sur la crise du travail, sur l'organisation du travail, c'est-à-dire quelles sont les conditions, pour dire les choses de façon volontairement naïve, pour que les gens soient bien au boulot, hein, et effectivement aient envie d'y rester et non plus d'en partir. Et derrière, il y a toute une branche aujourd'hui de la sociologie qui se focalise sur cette question, qui est, à mon sens, déterminante pour le futur. Bon, voilà les quelques éléments de cadrage que je voulais vous donner sur cette question de l'emploi des seniors. Alors maintenant, tout ceci débouche sur quoi en termes, par exemple, d'équilibre d'un système social comme le système de retraite? Eh bien, là, je vous ai simplement montré sur un graphique, pour un grand régime de retraite, que je connais un peu mieux que les autres, celui de l'ARCO, donc c'est 19 millions de cotisants du secteur privé. Donc c'est la totalité de l'emploi du secteur privé dans notre pays. Eh bien, on est sur une perspective où aujourd'hui, il y a grosso modo dans notre système, disons pour aller vite, 2 cotisants pour un retraité. Et avec des hypothèses dont on a vu qu'elles étaient relativement optimistes, ou en tout cas volontaristes d'emploi des seniors, etc., eh bien, il faut se préparer, à horizon 2050, à gérer des systèmes dans lesquels il y aura un cotisant pour un retraité. Donc vous voyez bien que les conditions économiques de la gestion des systèmes de retraite deviennent à ce moment-là déterminantes. C'est-à-dire si l'on en reste à ce diagnostic, il y a de quoi devenir effectivement extrêmement pessimiste en disant on va dans le mur. Reste que la vraie clé, elle n'est pas fondamentalement du nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités, c'est quelle sera la richesse produite par ces cotisants demain, et celle-ci permettra-t-elle de financer les retraites qui seront de toute façon plus nombreuses. Autrement dit, pour parler un langage simple, est-ce qu'il y aura un gâteau à partager ? Ça, c'est la croissance, c'est l'emploi, c'est la productivité du travail, c'est qu'est-ce que va faire notre économie et notre société. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y aura une règle de partage de ce gâteau entre les actifs, les retraités, la rémunération du travail, la rémunération du capital, etc. Donc ça, c'est le deuxième message, en quelque sorte, que je veux vous transmettre, c'est que ma conviction aujourd'hui, alors que ça fait quand même quelques années que je travaille dans les systèmes sociaux, c'est que la démographie fait en quelque sorte le fond de scène de nos problèmes, mais que c'est bien, en dernière instance, l'économie et les règles sociales et sociétales qui seront adoptées qui feront que nos systèmes perdureront ou ne perdureront pas, et c'est particulièrement vrai pour les systèmes de retraite. Dernier élément d'information sur la retraite. Pour autant, je suis en capacité de vous dire aujourd'hui, sans faire de la propagande de mauvais goût, que nous n'allons pas, y compris au plan individuel,
vers une situation catastrophique. Ce tableau vous dit simplement pour deux situations, deux carrières un peu théoriques, les retraites qui seront liquidées pour un cadre du secteur privé ou pour un non-cadre du secteur privé, j'ai pris les cadres masculins ou les non-cadres masculins, mais le constat est à peu près le même pour les femmes, c'est que les gains en espérance de vie que nous pouvons attendre du futur, bon, dans les hypothèses qui sont les nôtres en termes de table prospective, eh bien, feront plus que compenser dans le futur les retards dès aujourd'hui décidés de recul de l'âge d'activité. Autrement dit, les retraités de demain partiront plus tard, mais nous n'avons pas d'éléments aujourd'hui pour dire qu'ils bénéficieront moins longtemps de leur retraite. Donc quand on entend des éléments un peu à la va-vite ou un peu, disons, propagandistes pour dire retraite peau de chagrin, je paye mais j'aurai rien, etc., il n'y a aucun élément un peu robuste qui aujourd'hui permette de dire que les gens demain auront significativement moins, du moins en durée que que les générations actuelles. En revanche, ils auront pour la plupart payé beaucoup plus cher leurs droits. Le dernier élément, c'est un échange qu'il y a eu hier soir entre M. Lebrun et M. Rocard. Il ne faut jamais oublier que les systèmes de retraite, et ce sera mon dernier mot sur ce point, ne font que refléter, du moins c'est la règle sociale qui a été retenue jusqu'à présent, la vie au travail. Autrement dit, l'organisation de nos systèmes est telle qu'ils sont de plus en plus contributifs, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus, et chaque réforme accentue cette situation, le reflet de ce qu'a été votre carrière professionnelle. Donc, à bonne carrière professionnelle, bonne retraite, à mauvaise carrière professionnelle, mauvaise retraite. Donc, les préoccupations qu'il y a aujourd'hui, qui ont été évoquées hier soir, par exemple, sur les difficultés d'emploi des jeunes, sur le fait qu'il y avait des poches de pauvreté beaucoup plus importantes chez les jeunes, par exemple, aujourd'hui qu'auparavant, eh bien, ces difficultés qui sont celles du salariat, qui sont celles des jeunes aujourd'hui, seront demain, si l'on y prend garde, celles des retraités de demain, puisque à galère de l'emploi, il y aura une galère de la retraite. Donc vous voyez que ça, c'est un deuxième défi de nos systèmes. C'est premièrement, est-ce qu'on va garder des règles uniformes qui toucheront uniformément en termes d'âge, en termes de durée, en termes de droit, le manœuvre du bâtiment et le cadre supérieur, première question. Et deuxième question, est-ce qu'effectivement, on va admettre que les systèmes de retraite, et plus généralement les systèmes sociaux, n'ont pas besoin de mécanismes correcteurs pour corriger l'âge de la retraite venu, les inégalités de carrière, les différences, les galères, le chômage, les bas salaires qu'on a connus pendant l'activité professionnelle. Donc, vous voyez qu'on est sur des questions qui vont bien au-delà de la technique de la retraite, de la règle, qui sont bien des questions sociales, et je n'ai pas peur du mot, politiques. Je termine sur le problème de la santé. Alors, je serai beaucoup moins disert, juste pour vous dire que, de la même façon, quand on regarde l'évolution des dépenses de santé, effectivement, on constate, et ceci est bien connu, que les dépenses de santé, en pourcentage du PIB, n'ont cessé d'augmenter sur les dernières années. Aujourd'hui, les dépenses de retraite, c'est à peu près 13% du PIB. Les dépenses de santé, c'est à peu près 11% du PIB. La question qui se pose effectivement, quand on parle vieillissement, et ça a été largement évoqué par M. Lebraillère, est-ce que les dépenses de santé vont augmenter avec le nombre de personnes âgées? Et là, je veux juste vous rappeler, de façon formelle, que ce qui fait évoluer la dépense de santé, ce sont trois facteurs. Le premier facteur, c'est l'effet de population. C'est-à-dire, est-ce que la population française va continuer d'augmenter? La réponse est oui. Un deuxième effet, c'est un effet de profil démographique. C'est-à-dire, effectivement, il va y avoir une déformation de la structure par âge de la population. Ça a été largement évoqué. La réponse est oui. Mais il y a un troisième effet, qui est en fait l'effet le plus déterminant en matière de politique de santé, qui est un effet profil de dépense, c'est-à-dire la dépense moyenne de santé par tranche d'âge. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que les deux premiers effets sont des effets subis. Et effectivement, demain, avec ces seuls effets, disons, de nature démographique, eh bien, la consommation médicale de santé, elle augmenterait légèrement, puisqu'elle est autour de 10-11% aujourd'hui. Elle serait autour de 11-12% demain. Mais vous voyez que ce n'est pas une explosion qu'on nous prédit quelquefois. Et qu'effectivement, la vraie question, celle qui a été aussi évoquée hier soir, c'est est-ce que le profil moyen des dépenses par âge va se modifier? C'est-à-dire, quel va être le coût social, le coût social des progrès de la médecine, des progrès de l'état de santé de la population, etc. Et là, je quitte parce que ça n'est plus mon domaine de compétence, mais toutes les questions relatives à la prévention, aux soins, etc., qui ont été évoquées notamment ici par des gens beaucoup plus compétents que moi, sont les vraies variables déterminantes pour savoir si demain le système de santé va exploser ou pas exploser. Ça n'est pas la démographie, mais le fait qu'il y aura plus de personnes âgées. Donc on est encore dans le social, on est encore dans l'économique, on est encore dans le politique. Dernier élément, la dépendance.
Là aussi, je serai bref, juste pour dire qu'aujourd'hui, du point de vue des normes sociales qui caractérisent la dépendance, vous savez qu'il y a des grilles, les GIR 1, 2, 3, 4, 5, etc. Le système social constate qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui sont aujourd'hui, qui relèvent de la situation de dépendance telle qu'elle est identifiée dans les nomenclatures. Deuxièmement, aujourd'hui, la dépendance commence à coûter, entre guillemets, puisque vous voyez qu'elle est estimée de l'ordre de 0,4-0,5% du PIB. Vous voyez que ça n'a aucun rapport ni avec les retraites 13, ni avec les dépenses de santé globales 12, mais que le nombre de personnes âgées dépendantes devrait augmenter, et là j'emploie un conditionnel à dessein compte tenu de tout ce que nous avons entendu depuis hier, mais que pour autant, la question qui est posée aujourd'hui en termes de système public, de système social, c'est moins la question de savoir si ce développement de la dépendance va être un coût qui sera pris en charge, qui est supportable par la collectivité, mais des modalités de prise en charge de la dépendance par la collectivité. Vous savez qu'il y a un débat entre le fait que la dépendance constitue un 5e risque de sécurité sociale, donc avec une forte prise en charge collective, ou au contraire, la dépendance est plutôt du domaine du privé, du domaine de l'épargne, etc., etc. Et je terminerai juste pour vous dire un mot là-dessus, c'est que ce qu'on constate dans les comportements, hein, vous avez vu que bien qu'étant économiste, j'insiste beaucoup sur les comportements des gens. Quand on parle retraite, quand on prépare sa retraite, quand on réfléchit à ses vieux jours, ce qu'on constate, c'est qu'il y a ce que j'appelle de façon excessive un peu un trou noir. Et c'est bien comme ça qu'il faut penser la question du cumul emploi-retraite. C'est-à-dire que vers 60 ans, ou avant, ou un peu après, vous vous préoccupez, je vais prendre ma retraite, de quoi aurais-je besoin pour vivre demain? Ce qu'on constate de façon assez massive, c'est qu'on se projette à 10-15 ans, jusqu'à la fameuse frontière entre le 3e et le 4e âge, l'âge et le grand âge, c'est-à-dire vers 75. Et qu'après, la majorité des gens se projettent en termes de droit de succession. Mais qu'entre 75 et le décès, il y a un trou noir, si je puis m'exprimer ainsi, je répète, qui fait que, économiquement, financièrement, je veux dire, on ne se prépare guère. Et derrière, qu'est-ce que je suis en train de vous poser? C'est toute la question du rapport qui existe dans les comportements d'épargne des personnes, dans les systèmes sociaux, entre les systèmes en ce qu'on appelle en rente viagère dans notre jargon, c'est-à-dire qui vous garantissent jusqu'à votre décès une somme forfaitaire, si je puis dire, et des systèmes en capitalisation qui, au contraire, vous donnent une fois pour toutes un capital. Et voyez bien que cette tendance spontanée qui est double, ce qui a été dit hier par M. Lebras sur la sous-estimation des gains en espérance de vie, s'applique également pratiquement à chacun d'entre nous. Chaque personne, c'est vérifié régulièrement, sous-estime sa propre espérance de vie. Deuxièmement, cet élément que j'appelle trou noir, c'est-à-dire la difficulté qu'on a à se projeter au grand âge, fait qu'effectivement, beaucoup de choix individuels en termes de comment vais-je pouvoir assurer mes vieux jours sont actuellement mal posés, pas posés ou insuffisamment, avec insuffisamment de précautions. Donc vous voyez qu'on est en face de deux risques, et c'est ma conclusion. On est en face de deux risques. On est en face d'un risque de paupérisation des personnes âgées. Si effectivement notre système de retraite n'est pas capable d'empêcher demain le développement de la pauvreté, comme notre système économique et social a été peu capable d'empêcher le développement de la pauvreté dans le salariat. Et deuxièmement, on est en face d'une difficulté de mise en œuvre, quelle que soit l'ampleur réelle de la dépendance. Et effectivement, les gains d'espérance de vie en bonne santé rendent plutôt optimistes. Reste qu'on sait qu'on aura demain plus de situations de ce genre à gérer. Alors en conclusion, je pose 3 questions. La première question, qui est un peu une tarte à la crème, mais qui est suffisamment importante pour mobiliser beaucoup d'équipes dans beaucoup de pays du monde, c'est est-ce qu'une société vieillissante est une société qu'on peut réformer? Alors je ne fais pas partie de ceux qui, surtout depuis mai 2007, n'ont que le mot la réforme à la bouche. Parce que j'aime les réformes quand ce sont des bonnes réformes, je combats les réformes quand ce sont des mauvaises réformes. Donc ma première question, c'est dans quel sens va la réforme, au profit de qui, au détriment de qui? Reste que, on sait qu'à partir de la décennie prochaine, les plus de 50 ans seront majoritaires dans la population, ça a été dit, et ils seront plus que majoritaires dans le corps électoral. Donc on a effectivement une interrogation qui est déjà prégnante au Japon, qui est déjà prégnante aux États-Unis, qui est déjà présente dans les pays du Nord, c'est est-ce que ça va modifier les comportements, et notamment l'appétence et la capacité à réformer, sachant que réformer des retraites et réformer le système de santé, ça n'est pas nécessairement, aujourd'hui, selon certaines études, les personnes âgées qui seront les plus réformatrices. Alors, tout ceci reste à démontrer, parce que tout ce qui a été dit sur le côté relatif de l'âge doit être investi dans cette question.
on pourra être beaucoup plus réformateur demain à 60 qu'on était hier à 40. Enfin, tout ceci, c'est quand même beaucoup plus en termes de questions. Même chose, si vous voulez, en ce qui concerne les grands choix économiques de notre pays. La réforme fiscale, est-ce qu'on va favoriser le capital? Est-ce qu'on va favoriser le travail? Est-ce qu'on va fiscaliser, mettre l'impôt plutôt sur le capital ou plutôt sur le travail? Et des travaux empiriques dans tous les pays du monde montrent qu'effectivement, le vieillissement, le poids de plus en plus important de la population, je vais vite, âgée, tend effectivement à favoriser plutôt la fiscalité sur le travail et à défiscaliser le capital, parce que les fonds de pension, parce que l'épargne personnelle, etc., etc. Deuxième question, vieillissement et emploi. Est-ce que cette situation que Mme Guimard et moi-même avons montrée va rester durablement schizophrène? Autrement dit, on a d'un côté un discours, alors là, tous les jours, les papy-boom, le vieillissement, l'emploi des seniors. On a de l'autre côté des dispositifs législatifs, réglementaires, le plan national d'action concertée. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 est un catalogue superbe de mesures. Et de l'autre côté, on a, je l'ai dit sous une forme un peu humoristique, ce qui marche pour le moment, c'est les mesures qui permettent de partir plus tôt. Ce qui ne marche pas, ce sont les mesures qui incitent à partir plus tard. Donc la question est, est-ce que les pratiques des entreprises et des employeurs publics vont significativement changer? Est-ce qu'on va enfin gérer les pyramides des âges dans l'entreprise au-delà de 36 mois? La deuxième question, c'est est-ce que l'emploi des seniors, c'est une vraie priorité nationale, comme ça l'a été dans les pays du Nord, ou est-ce que c'est une réponse parmi d'autres à un problème d'emploi, un atout, mais d'autres pouvant s'appeler immigration, délocalisation, tout ce qu'on veut? Et la troisième question, c'est est-ce que les salariés vont arbitrer pour le travailler plus longtemps? Et là, je l'ai souligné, c'est au-delà de la promotion sur France Inter ou TF1, c'est bien la capacité qu'aura le système productif à donner des conditions de travail et de rémunération correctes aux personnes après 55 ans que la réponse sera donnée. Et enfin, le dernier point, les retraites, parce que j'imagine que vous m'attendez un peu là-dessus compte tenu de mon métier. Eh bien, effectivement, le système de retraite annonce demain, dans son état actuel, des déficits. Alors, histoire de vous faire un peu peur, le rapport du Conseil d'orientation des retraites de 2007 dit si l'on voulait assurer l'équilibre du système de retraite, en n'augmentant que les cotisations, on ne touche à rien d'autre, eh bien, il faut augmenter les cotisations de 4,5 points. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, c'est 25%, on passe à 30% du salaire ou de la rémunération, etc. Ça, c'est tout sur les cotisations. Deuxième élément, on recule l'âge de la retraite. Eh bien, pour équilibrer le système uniquement en reculant l'âge de la retraite, mécaniquement, il faut augmenter l'âge de la retraite de 3 ans. Attention, ce n'est pas 3 ans par rapport à 60 ans. C'est qu'en 2020-2025, on est déjà mécaniquement à un âge moyen de départ en retraite dans le secteur privé et dans la fonction publique qui est autour de 62 à 63 ans, parce que les gens commencent à travailler plus tard, parce que les générations qui se succèdent n'ont pas démarré au même âge. Côté positif, les études, côté négatif, la galère des jeunes. Et troisième élément, si l'on décidait d'arbitrer, et certains le souhaitent, le système de retraite, de l'équilibrer uniquement en diminuant les pensions, eh bien, il faudrait qu'on diminue le rapport entre ce que perçoivent les retraités aujourd'hui et les actifs aujourd'hui, qui est de l'ordre de 80%, 78%, il faudrait le baisser à 60%. Vous voyez bien, et c'est ma conclusion des conclusions, que chacune de ces dispositions prises à elles seules est inacceptable. La première est économiquement inacceptable pour les entreprises. La deuxième est assez globalement inacceptable et pour le système productif et pour les personnes. Et la troisième va faire des générations de pauvres dans notre pays. Alors qu'une des réussites du système social français, c'est que moi, quand j'étais gamin, la pauvreté, effectivement, c'était la petite vieille du 6e qui mangeait sa boîte de canigou, et qu'aujourd'hui, on a largement éradiqué la pauvreté dans notre pays. C'est quand même le point de départ, et pour moi, c'est un acquis, et cet acquis, il faudra le conserver. Je vous remercie.